Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Quand on pense à la biodiversité, aux actions qu'on peut mener en entreprise, le problème est assez peu palpable. Et souvent, c'est un peu les mêmes choses qui reviennent. Mettre une ruche pour les abeilles ou en parrainer une, installer un hôtel à insectes, faire de l'éco-pâturage. Et il me semble quand même que peut-être que ce sont des bonnes actions, mais c'est quand même pas avec ça qu'on va arrêter la 6e extinction de masse qui est en cours. Et pendant longtemps, je ne savais pas comment aborder le sujet. Alors merci à Yves-Marie, un auditeur qui m'a soufflé le nom d'Hugues Mouret, le fondateur d'Arthropologia. Alors Arthropologia, c'est une association naturaliste de 25 ans qui est spécialisée dans les insectes, les mille pattes, les arachnides, tous ces insectes en fait qui sont délaissés, peut-être parce que ils font un peu peur, je ne sais pas. Et également dans les espèces parapluies. Si vous ne savez pas ce qu'est une espèce parapluie, eh bien c'est une des explications que vous aurez dans cet épisode. Vous allez en apprendre un petit peu plus sur la biodiversité. Et pour en revenir à notre invité du jour, Hugues est naturaliste, autodidacte, et il a décidé de passer sa vie à protéger le vivant, à expliquer, à émerveiller les gens en montrant. Et en fait, j'ai tout de suite su quelles questions je voulais lui poser. Toutes les actions biodiversité mises en avant par les entreprises. Est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est vraiment utile aux petites bêtes? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire facilement et concrètement pour prendre soin du vivant? Je vous laisse découvrir les réponses d'Hugues Mouret dans notre interview. Merci Hugues d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour Cassandre et merci beaucoup pour cette invitation. Alors je demande toujours aux invités en première question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans ta vie d'être écolo au boulot? Alors le terme écologie, il vient du grec, de la racine oikos qui signifie la maison, l'environnement, et de logos qui est la science, l'étude, le discours. Et aujourd'hui, l'écologie, on en a deux définitions. Une qui est scientifique, c'est l'étude des milieux où vivent les êtres vivants et les rapports qui existent entre ces organismes dans leur milieu de vie. Et une qui est plus utilisée, qui est sociétale ou politique, c'est une doctrine qui cherche à améliorer l'équilibre entre les humains et leur environnement naturel. Par conséquent, c'est la protection de l'environnement et des espèces qui en dépendent. Et donc, si on prend ça comme préalable, être écolo au boulot, ça signifie de se préoccuper de la maison mère et de ses habitants, dont les humains font partie évidemment. Et c'est donc prendre soin des autres humains et des non-humains aussi, auxquels on ne pense pas tout le temps. Ça veut dire favoriser le bien-être, la santé, la sérénité, la vie ensemble. Ok, et ben j'aime beaucoup ta façon de dire, revenir sur l'origine du mot écologie, prendre soin, toutes ces déclinaisons. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup en transition écologique de décarbonation. Moi, c'est la première fois que je pense que je parle de biodiversité sur ce podcast et parce que, en fait, voilà, les émissions de CO2 et c'est quand même très important de lutter contre le dérèglement du climat. Mais toi, tu dis qu'on peut pas séparer, décarbonation et protection du vivant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Eh bien oui, le carbone qu'on relâche dans l'atmosphère, il provient de nos activités, des activités modernes notamment. Et d'ailleurs, il n'y a pas que du carbone, il y a aussi du méthane, il y a aussi du protoxyde d'azote, de l'ozone, enfin des gaz qui sont réchauffants et qu'on caractérise Mmh. notamment par leur effet, leurs effets, on les caractérise en les convertissant en équivalent carbone. Donc quand on parle de carbone, en Tout à réalité, on fait. parle d'équivalent carbone, c'est pas le seul gaz. Et on parle souvent de climat et de décarbonation dans la société, c'est vraiment devenu un sujet prégnant. Et notamment en faisant des solutions qui sont toujours techniques, toujours plus technologiques, alors qu'en réalité, il est capital, primordial de redéfinir un certain nombre de nos activités. Et notamment, de réduire la voilure, de mettre au cœur de nos décisions un peu plus de frugalité, tout ça, pour limiter à la fois nos consommations et par voie de conséquence nos pollutions, la destruction des habitats et cetera. D'ailleurs, moi j'utilise souvent cette métaphore, qui a été, utilisée par Aurélien Barraud, qui dit qu'on peut déforester l'Amazonie avec un bulldozer électrique et donc décarboner, mais les effets seront les mêmes, à la fin il n'y aura plus rien. Donc je pense que la Mmh. métaphore est assez claire pour tout le monde. Et donc il est important de comprendre que climat et biodiversité sont intimement liés et que c'est en rendant, une place réelle et une place sérieuse aux vivants qui nous entourent, qu'on pourra atténuer les effets du changement climatique. Parce que la disparition du vivant entraîne en réalité ces changements climatiques. Tu dis disparition du vivant, est-ce que tu parles, de déforestation,
et de mauvaise qualité des sols, par exemple? Ou c'est plus large que ça? Est-ce que, Oui. en gros, tu parles de cap juste du fait qu'on ait moins de captation de CO2 ou c'est plus large que ça? Voilà, c'est ça, mais alors on pourra en parler, hein, le bois effectivement stocke du CO2 efficacement, mais encore plus efficacement, le plus gros puits de carbone de la biosphère continentale, c'est la matière organique qui est dans le sol et elle est produite essentiellement par les végétaux, essentiellement par le bois et quand on parle d'effondrement du vivant, c'est une disparition tout azimut de tous les groupes qui sont suivis, à part les groupes dits anthropophiles, ceux qui vivent, qui aiment les humains et qui vivent notamment sur nos déchets, et vous allez les reconnaître, hein, les mouches, les blattes, les tiques, les moustiques, alors sur nos déchets ou sur les modifications du milieu qu'on a fait. Et ça, couplé à la perte des prédateurs, la perte des hôtes naturels, et bien quand on se retrouve le seul hôte, sans prédateur pour nous défendre, bah effectivement, personne n'est content d'avoir de plus en plus de moustiques et de tiques aux portes de sa maison. Et ce serait peut-être, important que les personnes comprennent, d'où ils viennent. Et alors, donc tu parles d'extinction du vivant. C'est, elle vient d'où cette extinction? C'est quoi le problème dans le fond? Est-ce que c'est le dérèglement climatique qui cause l'extinction ou est-ce que c'est l'extinction qui cause le dérèglement climatique? Alors ça, c'est une question intéressante. Donc on en revient à ce lien qui est intrinsèque. Mmh. Aujourd'hui, on vit une crise qui est majeure, hein, ce qu'on appelle la sixième grande crise d'extinction. Et cette crise, elle ne peut pas être essentialisée à une seule cause. C'est d'ailleurs différentes causes qui sont associées, que je vais lister, et qui sont alors pour le coup clairement liées aux activités humaines. C'est d'ailleurs ça qui Oui. différencie cette crise des cinq premières, qui étaient des crises naturelles, qu'a connues la planète depuis 500 millions d'années. Hein, la Terre a été plus chaude, la Terre a contenu plus de CO2, plus de protoxyde d'azote, plus de méthane. C'est donc pas l'amplitude, mais c'est la rapidité avec laquelle ça se produit. Le vivant a du mal à s'adapter à cette rapidité. Quand on parle de la météorite qui a tué les dinosaures, oui, sur 30 ou 40 000 ans, au moins, pas dans la semaine qui a suivi. Là, on parle de Mmh, pollution d'accord. peut-être depuis 12 000 ans, de la sédentarisation des humains, peut-être depuis un peu plus de 200 ans, la révolution industrielle, peut-être depuis 70-80 ans et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est des temps qui sont extrêmement réduits. Du reste, aujourd'hui, on mesure une vitesse de disparition qui est 1000 fois plus rapide que la normale, 1000 fois plus rapide que dans les causes précédentes, dans les crises précédentes, que je rappelle, hein, qui étaient naturelles. Et donc, si on veut lister les causes de cet effondrement, de cette disparition du vivant, qui sont aujourd'hui clairement identifiées, il n'y a plus à tergiverser là-dessus, c'est les pollutions, avec en premier lieu les pollutions agricoles, les pesticides, les engrais de synthèse, mais pas que, hein, évidemment, je ne jette pas la pierre aux agriculteurs, mais à l'agriculture et donc à la société qui accepte ça, mais aussi donc, les Mmh. pollutions industrielles, les pollutions routières, les pollutions domestiques, les pollutions lumineuses, il y a plein de types de pollutions. Donc première cause. La deuxième, c'est la destruction des habitats naturels et le morcellement des habitats. Donc ça provoque une diminution des ressources alimentaires, des espaces de gîtes, des refuges, des corridors, etc. Et là vient la troisième cause qui est en réalité une conséquence. Ce sont les changements climatiques. La terre s'embrase, les régimes des pluies changent radicalement parce que les milieux naturels sont pollués et parce que les milieux naturels sont détruits. Donc c'est une conséquence. Ça devient aujourd'hui une cause aggravante, une cause même majeure, hein, dorénavant, elle est comptée parmi les principales causes, mais c'est important de se rappeler, et on retrouve ce lien, que c'est une conséquence de la destruction du vivant. Et puis viennent après deux autres causes, la surexploitation des ressources, hein, par exemple en 40 ans on a augmenté 40% le prélèvement du bois. 33% des stocks de poissons sont aujourd'hui en surpêche. Enfin, voilà, je pourrais lister plein d'exemples. Et puis la dernière, c'est les parasites et les espèces exotiques envahissantes qui ont augmenté de 70% en 50 ans. Et le transport d'espèces, il n'est pas terminé, hein. Les trafics maritimes, aujourd'hui, ils ont augmenté de 1000% durant les dernières décennies. Et ces espèces invasives coûtent à peu près 5% du PIB mondial. C'est énorme. Donc on a des problèmes de contrôle, d'invasion dans les cultures, des problèmes dans les systèmes de santé. Mais alors là, il est encore important de se rappeler que toutes ces espèces, absolument toutes, ont été transportées par les humains et par les activités humaines. Parfois involontairement, c'est le cas de l'ambroisie, du frelon à pattes jaunes, du moustique tigre, etc. Mais dans la grande majorité des cas, ça a été fait volontairement, sciemment, et pour se faire de l'argent. La renouille du Japon, le Budleia, la badsamine de l'Himalaya, Jussie, pour prendre des exemples de plantes, ou parmi les animaux, l'écrevisse de Louisiane, la tortue de Floride, le ragondin, la perche soleil, le black bass, il y en a plein, plein, plein. Toutes ces bestioles ou toutes ces plantes ont été transportées pour se faire de l'argent. Et donc les mêmes causes, elles produisent les mêmes effets. Donc il est capital aujourd'hui de se poser le problème et de réfléchir urgemment à ces solutions à mettre en œuvre et notamment à contrôler ce trafic infernal. Donc en effet, les principales mesures à prendre, elles ne sont pas forcément dans l'entreprise, mais elles vont être dans nos choix de société, dans nos choix de consommation. Et on ne peut pas du tout décorréler les activités économiques des perturbations écologiques et donc de la
disparition du vivant. Oui, de toute façon, ce qui se passe dans les entreprises, c'est ce qui se passe dans la société. Enfin, moi, je fais pas de grosses différences entre les 2 parce que, dans les entreprises, on discute, on fait société, également. Mais, c'est quand même sur ça qu'on va s'attarder, Ouais. aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'on peut faire dans nos entreprises, contre l'extinction du vivant. J'avais une question qui me venait quand tu parlais, je pense qu'elle va pas te plaire parce que ce serait, une sorte de hiérarchisation du vivant. Mais est-ce que, il y a certaines parts du vivant qui sont plus mal au point, qui sont plus urgentes à régler que d'autres? Alors j'avoue que là, c'est assez difficile à répondre et effectivement, la hiérarchisation n'a pas de sens. Pour autant, il existe ce qu'on appelle des espèces parapluies. Quand elles sont présentes, il y a beaucoup d'autres espèces qui sont présentes, des espèces indicatrices de la qualité des milieux. Parce qu'en fait, c'est tellement complexe cette histoire-là qu'on a essayé de simplifier la lecture, alors sans qu'elle soit simpliste, mais qu'elle soit plus compréhensible, plus intelligible par les humains, même par les naturalistes, même par les scientifiques, hein. C'est pas une question de grand public ou d'experts. Donc, on a besoin voilà, de grilles de lecture un peu plus simples et si on prend ces groupes d'espèces parapluies, bah, je ne saurais pas lesquels choisir. Est-ce que c'est les insectes parce qu'ils remplissent des fonctions essentielles comme la pollinisation de 9 plantes sur 10, comme le recyclage des matières organiques, comme la protection des cultures, comme l'essentiel des proies des vertébrés? Est-ce que c'est, les micro-organismes sans qui les eucaryotes, pardon, alors les champignons, les plantes et les animaux ne peuvent pas vivre? Est-ce que c'est les plantes qui fournissent une grande quantité d'oxygène et l'essentiel de la matière organique sur Terre? Je ne sais pas comment hiérarchiser ça. Le monde, en fait, il fonctionne parce qu'il est ultra complexe et nous, on passe notre temps à le simplifier, donc il se pète la gueule. Ouais. Et ça, c'est un point hyper, enfin, je pense que c'est le sujet principal, c'est qu'on cherche, une action à mettre en place, la meilleure action, la plus pertinente, qu'on peut faire nous en tant qu'humains. Et en fait, ce que tu dis, c'est que c'est tellement complexe qu'il y a pas une seule action à mettre en place. Il y en aurait des tas et qu'il faudrait la mener, de plusieurs façons différentes selon les moments de l'année et selon les milieux et qu'en fait, c'est pas du tout aussi simple que ce qu'on aimerait que ce soit. C'est exactement ça. Celui qui arrive en brandissant un étendard en disant: «J'ai la solution», soit c'est un vendeur de fantaisie, soit c'est un menteur. Parce qu'en réalité, c'est toujours plus complexe, c'est toujours un panel de solutions qu'on apporte conjointement, d'actions et cetera ou de non-action. Parce que là aussi, si on se retire d'un espace, la vie se déroule beaucoup mieux, quoi. Malgré toutes les peurs qu'on peut avoir et les fantaisies qu'on peut enfin les fantasmes qu'on peut avoir, ne pas agir, mettre la vie sauvage à l'abri des activités humaines, c'est la meilleure action ou non-action qu'on peut faire. C'est-à-dire des zones qu'on sanctuarise, on dit: «Ici, on n'intervient pas, on n'y va pas et ça se débrouillera» et ce dont on a peur, c'est peut-être que ça se développe n'importe comment, qu'il y ait des incendies, des choses comme ça? Ouais, alors ça, faut qu'on arrête, hein. La Terre, elle a bien vécu bien bien longtemps avant que les humains. Les humains, ils sont là depuis 400 millions d'années, 400 000 ans, pardon, pour les humains modernes et la vie sur la terre ferme, elle existe depuis 500 millions d'années. Alors 3,8 milliards dans l'eau, mais beaucoup plus récemment, sur la terre ferme et effectivement, sanctuariser, c'est une bonne chose pour laisser les choses se faire. Mais si on considère qu'on fait partie du monde vivant, qu'on est une espèce, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'y aller? Alors ça veut dire y aller sans son chien, ne pas laisser les chats divaguer. Ça veut dire dans un espace sauvage, ne pas choisir, ne pas planter, ne pas pêcher, ne pas chasser, ne pas cultiver. Ça, ce sont des activités humaines. On en a besoin de façon vitale ou pas. Enfin, on pourrait débattre sur ces aspects-là, mais c'est pas le sujet. En tout cas, pourquoi pas avoir un chemin qui permette de traverser et d'accéder à cet espace de vie comme toute espèce vivante. C'est pour ça que la sanctuarisation totale et la mise sous cloche, je pense que c'est le meilleur moyen pour qu'on nous dise: «OK, bah, nous, dans les villes, dans les espaces urbanisés, on veut pas de nature parce que la nature, elle est Mmh. là-bas, elle est pas ici» et en réalité, elle doit être de partout parce qu'on en fait partie et qu'on en a besoin. Donc la nature partout et en entreprise, on a souvent, plein d'idées, enfin plein d'idées, on a des idées en tout cas de comment, faire ça. Hem, c'est vrai que, ben, heu, c'est peut-être justement des solutions toutes faites, mais elles sont simples, elles sont réplicables, ça se voit et donc les entreprises peuvent communiquer dessus. Mais, moi je me demande souvent est-ce que ça c'est une bonne idée, ou pas d'action? Et presque j'aurais, toujours peur de mal faire parce que derrière une bonne idée, bah, il y a peut-être, un vice qui est caché. Donc, comme tu es là aujourd'hui, tu vas nous aider à faire le tri entre toutes les bonnes, fausses idées ou peut-être qu'elles sont vraiment bonnes. Allez, Alors, c'est parti. Par exemple, est-ce que mettre des ruches dans ces espaces verts ou parrainer une ruche, c'est bien? alors, réponse, question courte, réponse moins courte.
L'abeille mellifère, l'abeille qui est dans les ruches, hein, elle produit du miel et c'est pour ça qu'on l'élève, et ce miel ou ces autres produits sont essentiels, hein. C'est le miel, la gelée royale, la propolis, le pollen, la cire, le Mmh. venin. C'est tous des produits qui sont largement utilisés à la fois pour l'alimentation humaine et à la fois pour la santé. Mais le problème, c'est que dans les ruches, on va élever une seule espèce, l'abeille domestique ou l'abeille mellifère qui s'appelle Apis mellifera. Et cette espèce, elle a été domestiquée depuis des millénaires. Elle a été notamment sélectionnée pour ses capacités de production, hein, de produire plus que ce qu'elle a besoin, ce qui nous permet de prendre du miel sans la tuer. Et comme c'est le cas d'autres espèces qu'on a sélectionnées et qu'on a fait évoluer. Par exemple, les poules pondeuses, qui pondent plus de 300 œufs par an. Enfin, vous aviez quand même remarqué que c'était pas tout à fait normal pour un oiseau, quoi, de pondre 300 œufs par an. Et donc, comme les poules, les abeilles, on les loge, on les soigne, on les déplace, on les protège, on les nourrit parfois artificiellement s'agissant des abeilles, ou à certaines périodes de l'année. Et en réalité, il existe près de 1000 espèces, 83 si vous voulez le chiffre actuel qui va encore évoluer, 983 espèces d'abeilles en France métropolitaine. Et toujours en France métropolitaine, on a au moins 20 000 espèces d'insectes floricoles qui vont dans les fleurs, donc qui participent à la pollinisation. Les guêpes, les tentraides, les ichneumons, les papillons de jour, les papillons de nuit, les mouches, les cirques, les hannetons, les scarabées, les bupresses, les longicornes, voilà, il y en a plein, plus de 20 000 espèces. Et donc, malgré toutes ces qualités et toutes ces productions, cette seule espèce d'abeille mellifère qui est élevée, elle ne peut pas remplir les fonctionnalités de 20 000 espèces. C'est pas possible. Et tous ces insectes, notamment, ils assurent, ce que je disais tout à l'heure, la pollinisation de 9 plantes sur 10. C'est-à-dire, vous enlevez les pollinisateurs, vous gardez que l'abeille mellifère, il y a 9 plantes sur 10 pratiquement qui disparaissent. Et des 3 quarts de notre alimentation à l'échelle mondiale. Et évidemment, la seule abeille mellifère est incapable de faire ça parce qu'il fait trop froid, parce que la fleur ne lui convient pas, parce que la morphologie de la fleur n'est pas adaptée à ses pièces buccales, etc., etc. Donc en fait, vouloir installer à tout va des ruches pour sauver les pollinisateurs, pour sauver la pollinisation, c'est un peu comme si on disait, pour enrayer la disparition des oiseaux, il faudrait qu'on installe des poulaillers partout. Et en réalité, ça n'a pas de Ouais, sens. c'est une action, mais c'est vraiment pas suffisant, quoi. C'est une sur, les 980 et quelques, Ouais. Et qu'il c'est même faudrait. tout à fait contre-productif. Parce qu'en cas de forte densité des ruches, il y a une concurrence qui s'installe entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages, et ça évidemment au détriment des sauvages, hein. Et plusieurs études montrent qu'au-delà de 4 ruches au kilomètre carré, l'activité pollinisatrice des insectes est perturbée. On a des compétitions alimentaires, on a une transmission de parasites et de maladies, des modifications des communautés végétales, qui va favoriser certaines espèces qui sont pollinisées par l'abeille de ruche au détriment des autres. Et donc les réponses, elles se situent encore une fois dans la diversité des solutions et pas dans la solution unique, providentielle qu'on recherche toujours. Et simplifier les choses participe à la destruction de ce monde. C'est pour ça qu'il nous faut accepter justement cette complexité. Oui, mais on n'aime pas ça, les choses complexes. Même moi, j'essaie de vulgariser, mais c'est pas toujours très simple. La vulgarisation, c'est une simplification. Vulgus, c'est le peuple. C'est rendre Mmh. accessible des notions techniques ou scientifiques à des gens qui n'ont pas les bases pour les comprendre. Donc, c'est donner des grilles de lecture plus simples, mais pas simplistes. Bah, tu fais bien de le rappeler. Donc, les ruches ou pareil, une ruche, pourquoi pas si on veut du miel, mais si le but c'est, d'aider, de soutenir la pollinisation, tu as une autre action plutôt, qui serait plus pertinente? Oui, foutre la paix aux habitats naturels. C'est-à-dire, rediversifier les habitats, arrêter de nettoyer, de faire propre et laisser justement tout ce qui traîne, les tas de pierres, les tas de bois, les herbes hautes, les trous, les bosses, tout ce qu'on a l'habitude de faire quand on arrive sur un milieu, c'est-à-dire araser, détruire les accidents de terrain. Et en réalité, toutes ces platitudes, ces choses rectilignes, ces zones droites, taillées au cordeau, c'est exactement ce qu'aime pas le vivant. Et le vivant, il aime cette diversité d'habitats, de micro-habitats. En fait, à part les oiseaux et les mammifères, les animaux sont pas capables de gérer leur température. Donc, quand il fait froid, ils cherchent un milieu chaud. Quand il fait chaud, ils cherchent un milieu froid. Alors que nous, on va suer quand il fait chaud, on va frissonner quand il fait froid. Et donc, il faut bien qu'ils aient cette à portée de main, à portée d'aile pour les insectes ou les oiseaux, la capacité d'aller vers des espaces qui vont leur permettre de réguler leur température ou trouver la bonne humidité, aller se cacher, aller dormir, aller se réfugier, aller nidifier, aller manger. Ils ont besoin et c'est là la réponse que je peux apporter, plutôt que vouloir toujours faire, c'est de laisser faire et de laisser ou d'aider à la recréation d'une mosaïque d'habitats, une grande Mmh. diversité d'habitats. OK. Ouais, donc en gros, les insectes pollinisateurs et insectes peut-être en général, n'aiment pas les jardins à la française. Il faut accepter, ben, ce qui paraît naturel. Accepter de partager, ouais. OK. Alors, autre action, je pense que c'est un petit peu pareil du coup, installer un hôtel à insectes. Il y a plein d'associations environnementales qui le proposent, hein, en sensibilisation en entreprise. Du coup, est-ce que c'est bien? Là aussi, c'est un super outil pédagogique et dans l'association Arthropologia, on a, milité pour ces hôtels comme outil pédagogique, comme,
une fenêtre qu'on pouvait installer sur nos jardins, sur tous les espaces anthropisés, hein, pour montrer justement dans une petite boîte, les éléments qu'on a nettoyés. Là, ce que je citais, les branches creuses, Mmh. les branches à moelle tendre, les tas de pierres, les tas de bois, les bûches, et cetera. Et bah, en clair, cet outil, il va servir à montrer ce qu'il devrait y avoir partout, dans tous les jardins, dans tous les espaces verts, les bords de route, les bords de champs, et cetera, mais qu'on a enlevé pour faire propre. Alors un hôtel, c'est un outil pédagogique, c'est pas un outil de gestion. Donc on peut pas continuer à ravager le milieu en mettant 3 branches, 3 bûches dans une petite maisonnette. Les insectes, ils ont besoin de ressources naturelles. Et donc la vie, elle a pas besoin de nos bricolages. Et en l'occurrence, si on focalise sur l'efficacité de ces hôtels, bah, on va trouver 3, 4, 5 espèces d'abeilles, par exemple, qui sont toutes communes, hein, qu'on trouve de partout. 4 espèces sur 1000, je te rappelle que ça fait 0,3% de la diversité. Donc statistiquement, ça n'a aucune valeur. C'est un peu comme si on installait aujourd'hui un peu de partout des nichoirs à pies, à corneilles et à merles. Bah, c'est pas les espèces qui en ont le plus besoin, donc ça n'a pas vraiment grand sens. Et alors surtout, il s'agit d'espèces qui, naturellement, sont isolées. Elles vivent de façon solitaire. Et là, en groupant les espaces de nidification, on force, en quelque sorte, une nidification rapprochée. Donc on va augmenter significativement la promiscuité. Et par quoi de conséquence, on va augmenter le niveau de prédation, de parasitisme, la transmission de maladies, et cetera. En fait, il n'y a aucun bon argument, au regard des réels besoins du vivant, à installer des insectes. Sauf si on en fait des petits qui restent des observatoires tout à fait limités sur une fenêtre pour des aspects pédagogiques, on revient à la fonction primaire, notamment en limitant le nombre d'espaces de nidification dans ces hôtels, entre guillemets, mais en renouvelant aussi les matériaux, parce qu'une bûche percée par les coléoptères dans laquelle vont s'installer les abeilles, elle est au sol, elle va durer 2, 3 ans, elle va pourrir, et donc il faut qu'ils en trouvent une autre. Et nous, on va les garder pendant 5, 10 ans, donc avec un entretien des maladies, etc. Donc ça peut être tout à fait utile pour découvrir des formes de vie communes qu'il y a autour de nous, qui sont souvent inconnues, hein, qui gravitent autour de nous, mais certainement pas pour protéger les insectes. OK, bah, c'est bon à rappeler que c'est en gros, c'est qu'une partie de l'action, la sensibilisation, mais que, ça suffira pas. OK. Il y a des entreprises qui, pour entretenir leur terrain, font de l'éco-pâturage avec des moutons. Est-ce que ça, c'est bien? Alors, bah, tu as précisé, tu as donné une précision, donc tu as réduit le spectre. Tu aurais dit de faire de l'éco-pâturage, j'aurais pu répondre, mais là, du coup, je vais répondre différemment, parce que tu m'as précisé avec des moutons. Alors oui, c'est Mmh. très bien, en tout cas, c'est toujours bien mieux que utiliser, par exemple, des machines thermiques ou des machines électriques, un peu importe, on l'a dit, qui vont tout détruire sur leur passage. Mais l'important, en fait, c'est de varier les plaisirs. Alors, voilà, c'est plutôt varier les modes de gestion ici. Ça veut dire bah, faire tourner des animaux différents, parce qu'ils vont pas Donc manger pas la que même des chose. moutons. On peut les mélanger aussi, mais soit faire tourner, soit les mettre ensemble, des moutons, des chèvres, des vaches, des chevaux, qui vont pas manger la même chose, qui vont manger les parasites des uns et tuer les parasites des autres, comme ça se passe dans la nature. En réalité, les cerfs, les chevreuils et les blaireaux, ils sont pas séparés, ils se croisent, et donc il y a une complexité d'organismes qui va réguler ces problématiques et avoir une action sur la flore qui va être bah, limitée parce que diluée dans le temps. Si on met des moutons, on va forcer certaines plantes, on va au détriment d'autres, on va tasser le sol, on va faire sortir des chardons, et on va couper les chardons et plus comprendre, alors qu'il suffit de retirer les moutons pour que les chardons disparaissent. On peut en tout cas pratiquer une fauche de temps en temps, mettre des animaux et de temps en temps, une fois tous les 3, 4 ans, faucher. Alors ce qui est important dans les espaces herbacés où on veut des fleurs, c'est d'exporter la matière. C'est une fois qu'on l'a coupée, on va la retirer du sol comme l'aurait fait un animal qui serait arrivé, il se tire après avec les herbes dans son ventre. Il ne va pas les redéposer, hein, même s'il pose une ou deux crottes, il ne recouvre pas la totalité de la surface. Et donc exporter Mmh. cette matière bah, le plus proche possible, soit pour faire un compost, soit pour pailler un jardin, un potager, ou même au pied des arbres, hein, c'est assez simple. Euh, et ça permet de garder justement ces espaces maigres, ces espaces extrêmement riches et diversifiés en espèces floristiques. C'est la diversité en fait partout qu'il nous faut, à la fois dans les aménagements, mais aussi dans les modes de gestion, sur encore une fois le modèle de ce qui se passe dans la nature tout simplement. Et peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse sur les modes de gestion, justement sur l'entretien des espaces verts. Tu l'as mentionné en début d'épisode. Enfin, tu nous recommandes de laisser le vivant tranquille. Néanmoins, les entreprises vont dire: «Enfin, quand même, je peux pas laisser, mes espaces verts, vivre seuls. Il faut quand même que, on se crée des passages, que ça ait pas l'air, d'un terrain vague, parce que j'ai des clients, parce que ceci, parce que cela, ou pas peur qu'il y ait des rats», je ne sais pas. Mais du coup, comment on fait pour avoir un entretien des espaces verts qui va être respectueux du vivant? Bon, alors déjà, il faut qu'on ait quand même conscience que le vivant, la forêt, les herbes, les broussailles, ils ont pas besoin de nous. Ça se passe très bien quand on n'est pas là et ça se passe toujours mieux quand on n'est pas là. Et c'est terrible de dire ça parce que moi, je fais partie de cette gente humaine et franchement, je trouve pas ça super sympa de me retrouver dans cette position-là. Mais on n'est pas obligé, en fait, de traiter l'ensemble des espaces verts. Si c'est pour des questions d'apparat, des questions de visibilité du public, des partenaires, des clients, etc., ok,
Et ça s'appelle des zones de prestige dans les villes. Donc c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va jardiner devant l'entrée, aux abords du site, les espaces qui sont usités. Mais en réalité, dans n'importe quel espace, il y a des zones qui sont laissées à l'abandon, ou sur lesquelles il n'y a pas d'usage. Et la seule personne qui passe, elle est sur une tondeuse. Il n'y a jamais quelqu'un qui se couche pour se faire bronzer, ou qui pique-nique, ou qui fait sa sieste, ou qui joue au football pendant sa pause. Donc en fait, c'est quoi l'utilité? C'est juste d'émettre des gaz à effet de serre, de détruire les ressources alimentaires, les gîtes, d'accélérer en fait le changement climatique et le fait qu'on va mourir. Enfin, c'est quoi l'intérêt? Et en plus d'en perdant de l'argent. Donc, par les usages. S'il y a du monde, s'il y a un usage, on peut, pas on doit, mais on peut le gérer un peu plus, le jardiner, le rendre beau, esthétique dans les critères et les canons actuels. Mais s'il y a personne, en réalité, on peut laisser les zones s'enfricher, qui vont s'emboiser. Alors, il y a les ronces, tout le monde a horreur des ronces. Ça, elles apparaissent au bout de 3-4 ans qu'on a abandonné un terrain. Et en fait, c'est une plante primordiale qui transforme la prairie en forêt. Et si on abandonne ces espaces, ils vont devenir forestiers, c'est-à-dire qu'il va y avoir des arbres, des arbustes. Et ça, c'est beaucoup plus efficace en termes de captation du carbone, en termes d'ombrage, en termes de ressources alimentaires, de refuges, etc., par l'évapotranspiration que ça va produire, et donc ça va générer des nuages. Bref, en fait, si on veut lutter contre les changements climatiques, il faut arrêter qu'on fasse. Si on veut lutter contre la disparition du vivant, il faut arrêter de faire. Il faut laisser faire ces choses-là, là où il n'y a pas de problème de fil électrique, de toucher un immeuble, de tomber sur une voiture, etc. On pourrait tout à fait, et un peu de partout, laisser des zones. Et ça, à l'échelle de la France, ce sont des millions d'hectares. C'est absolument pas anecdotique. Une petite zone plus une petite zone plus une petite zone, Exactement. en effet, au final, ça compte. OK. Alors justement, on va rester sur l'entretien. Mmh. Moi, j'ai déjà entendu, à niveau, plus personnel, quand on veut, tondre les jardins et cetera, qu'il faut pas le faire, trop tôt. En entreprise, j'ai entendu parler de fauche tardive. Est-ce que sur les espaces où on a besoin, qu'on souhaite entretenir, ça, c'est une bonne pratique? Là encore, c'est une bonne pratique, mais tu as précisé une pratique, et c'est l'ensemble des pratiques qui est intéressante. Je vais reprendre la nature, en fait. Les animaux, est-ce qu'ils se mettent à manger qu'à partir du mois de juillet, les brouteurs? Ou est-ce qu'ils commencent ou est-ce qu'ils broutent tout le temps? En fait, les réponses, on les a devant les yeux. Donc, plutôt que vouloir s'arc-bouter sur une technique, la fauche tardive, qui est devenue un peu un mantra, hein, tout le monde jure que par la fauche Mmh. tardive, il est préférable, encore une fois, de diversifier les modalités de gestion, et donc de pratiquer ce qu'on appelle une gestion différenciée, dans l'espace et dans le temps. La fauche tardive, elle est super intéressante et elle fournit énormément de bénéfices pour des espèces qui vont être printanières. Mais alors là, quid des espèces qui sont estivales? Quand elles émergent, il y a plus rien. Plus rien pour se nourrir, plus rien pour se cacher, plus rien pour se reproduire. Et donc encore une fois, on voit bien que la simplification, c'est pas la réponse. Donc il s'agit en fait, dans cette gestion différenciée, de ne pas tout faucher, de ne pas tout couper, de ne pas tout tailler d'un seul coup, mais plutôt de distinguer différentes zones qui vont être gérées à différentes périodes pour, à ce moment-là, toujours conserver des espaces de refuge, des espaces de nourrissage, des espaces de nidification. En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, la vie sauvage, elle a besoin d'une mosaïque d'habitats et de micro-habitats. Pas d'un espace uniformisé, banalisé et géré à la même période, toujours de la même manière. Du reste, il n'existe pas sur la surface de la planète 500 mètres carrés qui sont uniformes. Sinon, ça s'appelle un désert. Et on passe notre temps à créer ces choses-là. Donc on peut faucher ou bien tondre, hein, c'est pire parce que ça découpe tout en petits morceaux, il vaut mieux préférer la fauche. On peut Mmh. faucher assez tôt, par exemple en mars ou en septembre, diviser 3 zones. Je prends un exemple, on prend un espace vert ou un jardin, on va le diviser en 3 zones, qui peuvent tourner d'ailleurs, hein, un espace qui va être fauché très tôt, par exemple en mars, ça va donc retarder la floraison de cette partie-là. Un second qu'on va faire en fauche tardive, après la mi-juillet, ça varie un peu si on est à Marseille ou à Lille évidemment, et une troisième qu'on va faucher en fin de saison, juste avant l'hivernage. Comme ça, il y a toujours en réalité des espaces de pelouse qui vont être ras, qui vont être tondus, des espaces qui vont être en fleurs, en regain, et des espaces qui vont être en herbe haute. Et à ce moment-là, les animaux, ils peuvent se déplacer là où ils veulent, hein, vers des milieux dont ils ont besoin pour se nourrir, des feuilles pour en manger, des animaux pour chasser, etc. Des milieux qui vont leur permettre de se réfugier, de nidifier, des milieux qui vont leur permettre d'estiver pendant les périodes de canicule ou d'hiverner quand les frimas sont arrivés. Encore une fois, c'est ça, c'est la diversité des habitats qui est intéressante et pas l'uniformisation des milieux. OK, ça c'est top parce que voilà, tu nous aides à se dire: «Bon alors comment je vais gérer mes espaces verts sans trop se prendre la tête?» Parce qu'on n'est pas des experts non plus de quelle espèce il faut que je laisse en fleurs à quel moment et cetera. On peut diviser les espaces et puis s'en occuper à des moments différents, heu, si ça correspond à un fonctionnement, de l'entreprise. Si on accepte d'avoir des espaces qui resteront, non fauchés, non tondus. Voilà, il faut accepter, c'est la première des raisons. Et après, les entreprises qui payent des agents d'entretien, des agents d'espace vert, des jardiniers, sont les donneurs d'ordre et sont les payeurs. Donc ils peuvent Mmh. leur demander
d'assurer une gestion écologique, voire d'être formés à la gestion écologique et de ne pas toujours leur vendre 12 tontes, même en plein été quand ça pousse pas, même en plein hiver quand ça pousse pas, quoi. Donc voilà, il y a probablement des économies à faire ou en tout cas des changements profonds dans les modalités de gestion et d'acceptation du vivant. Donc ça part de donneurs d'ordre jusqu'aux gestionnaires et évidemment aux usagers. Toi, tu recommandes, aux personnes qui doivent, financer de la gestion d'espaces verts, de se former pour savoir quoi demander à leurs prestataires? Oui, ça peut être alors c'est plus une sensibilisation, une découverte, ce qu'on est en train de Ouais. faire en fait. Là, ils se disent: «Ah bah oui, tiens, on pourrait faire ça». Ben, toutes les boîtes qui vont intervenir sur ces espaces verts n'ont pas les compétences, les moyens techniques ou la formation pour le faire. Par contre, on peut exiger que son, traitant, son sous-traitant, son jardinier fasse ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est à discuter avec lui, voir s'il sait faire, voir et parfois ils osent même pas le proposer les jardiniers en se disant: «Bah, en fait, si je propose ça, on va me virer et je vais Mmh. perdre le contrat». Donc faut pas hésiter à y aller, à prendre les devants et à lui demander s'il sait faire et lui demander sinon de se former à ce genre de choses. Il y a pas mal d'exemples aujourd'hui dans des entreprises, dans des villes, dans des jardins. Il y a pas mal de formations qui existent et en fait, c'est ensemble qu'on pourra avancer parce que tous ces espaces jouent un rôle, hein. L'océan, il est fait de gouttes d'eau. Ouais, pour toi, chaque espace compte, c'est comme quand on dit, chaque tonne de CO2 compte, enfin des CO2 équivalents, pour toi, chaque espace de jardin va compter? Complètement et il va encore plus compter s'il est associé à d'autres. C'est-à-dire qu'un jardin tout seul, au milieu d'un désert biologique, il marchera, mais moyennement. Par Mmh. contre, 3-4 jardins, 3-4 voisins qui se mettent ensemble à faire des gestions comme ça différenciées, associées à l'agriculteur d'à côté, associées au parc urbain, associées à la gestion des bords de route. Là, on a un effet paysage, on a un effet d'échelle qui est beaucoup plus efficace et donc c'est intéressant chaque morceau, encore plus si les morceaux sont les uns à côté des autres. Ouais, c'est important ce que tu dis. Ça veut dire qu'il faut pas se glorifier parce qu'on a fait, une gestion différenciée sur son site, mais si on veut que ce soit vraiment efficace, faut aller en parler et aller convaincre ses voisins. Exactement. Ouais, intéressant, parce que les entreprises ont pas toujours l'habitude de faire ça, loin, loin, loin de là. On va passer sur une autre, pratique, Mmh. pour, cette fois-ci, nettoyer la nature. Des fois, on organise des clean walk, une marche autour de l'entreprise pour ramasser tous les déchets qu'il y a dans les environs. Ça, on est d'accord que c'est une bonne pratique? On est d'accord que tout est bon à prendre et qu'on est en urgence absolue et donc il y a pas de petite écologie. Mais quand même, réparer c'est bien, mais traiter les problèmes à la cause, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace et c'est le bon sens qu'on oublie souvent. Donc l'idée ce serait quand même de pas pourrir le monde qui nous entoure, ça éviterait de le nettoyer, Ouais. de pas tomber malade pour ne pas avoir à se soigner, en d'autres termes. D'éduquer, bah, comme tu viens de le dire là, nos enfants, nos amis, nos voisins, notre famille et cetera. Et qu'on habite en fait la même planète et qu'elle appartient à personne ou bien à l'inverse, qu'elle appartient à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les humains et c'est aussi les non-humains évidemment. Et donc apprendre à respecter et à faire respecter cette maison commune, ce bien commun. Et ce qui est embêtant, je trouve, c'est que les personnes qui vont s'engager, faire une clean walk, aller nettoyer, ce sont en général pas les mêmes que celles qui, vont balancer leurs déchets dans la nature. C'est pour ça qu'il faut passer par l'éducation. Oui, il faut Mmh. nettoyer, mais c'est pas hyper vertueux, hyper efficace. Alors que réduire à la source, Ah ouais, c'est c'est sûr. ça démultiplie carrément les effets. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, bien entendu, hein, je passe mon temps à ramasser aussi des plastiques et des bouts de cordelettes et des déchets qui sont ouais, bah, évidemment, enfin, comme beaucoup de gens, j'imagine, qui nous écoutent. Si Ouais, d'ailleurs ils nous écoutent, c'est sûrement qu'ils le font déjà. ouais, OK. Mais oui, mais ça en tout cas, moi maintenant j'essaie de réfléchir par paquet d'actions, en me disant en fait juste une action toute seule isolée, elle a pas beaucoup de sens, que ça soit sur la biodiversité ou d'autres sujets. Mais du coup, voilà, si, j'ai envie de m'engager pour que autour de mon entreprise ce soit propre, OK, je peux faire des clean walk, mais peut-être que je peux mener de la sensibilisation, je sais pas s'il y a une école autour de moi, enfin m'engager en tout cas sur cet aspect-là aussi. Tout à fait et puis pas noter, enfin, communiquer. Bah, là, Mmh. il y a 10 salariés qui ont passé, 3 heures à ramasser vos déchets. Ce serait bien en fait d'assumer, vos consommations et de les mettre dans des poubelles, triées, là où ça doit être, plutôt que compter sur le bon vouloir de vos concitoyens qui ont probablement autre chose à faire que ramasser vos saletés. Alors, faut peut-être pas le dire comme ça, c'est peut-être pas très diplomatique que ce que je viens de faire, mais c'est aussi important de le rappeler, de le montrer et de valoriser l'action des salariés, l'action de l'entreprise et de mettre en porte-à-faux ceux qui, ont tendance à acheter un peu tout et on réglera pas tous les problèmes. Mais c'est vrai que se mettre à acheter un papier quand on vient de lire ça, un papier gras ou un bout de plastique, bon peut-être que certains se poseront la question et encore une fois, c'est une question de rapport de force. Plus on sera nombreux à le faire, plus on sera nombreux à le dire, plus on sera nombreux à le faire remarquer, moins les gens qui se permettent de le faire auront l'occasion de le faire. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Hem, alors, une autre action,
parfois dans les, cantines d'entreprise ou dans les choix qu'on fait pour manger le midi, manger bio, sans pesticides, ça c'est une bonne action pour les insectes, Voilà, probablement. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est une super bonne action pour les insectes. D'ailleurs, c'est une bonne action pour l'ensemble du vivant, hein, pas que les insectes, parce que tous les organismes sont, champignons, plantes, animaux, bactéries, sont pollués, donc humains compris évidemment. Donc c'est une action, essentielle pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs, justement, vraiment capital pour la santé humaine. Hem Et la santé de la planète. Alors ça, c'est une allusion, rapidement, mais on ne va pas s'étendre là-dessus, sur la notion de One Health, une santé globale, hein, la santé animale, la santé, de l'environnement et la santé des humains, elle est liée. Donc on est tous, liés à cette santé unique. Et les pesticides, ils vont augmenter sérieusement les maladies, notamment les maladies dégénératives. Il y a de nombreuses molécules qui sont utilisées et qui sont connues, hein, et classées comme cancérigènes probables, cancérigènes avérés. Enfin, c'est quand même terrible, quoi. Et en l'occurrence, les études, elles montrent que à la fois les enfants ou à la fois les adultes, qui mangent bio, ils ont bien moins de traces de pesticides que quand ils mangent des produits qui ont été traités. Donc c'est évident, et bien sûr, mais c'est toujours utile de le rappeler. Autre point qu'on pourrait citer, c'est que les productions respectueuses, en bio, en biodynamie, enfin il y a toute une gamme, d'ailleurs plus ou moins, efficace et plus ou moins, respectueuse du vivant, hein, parce qu'on peut aussi intensifier ces choses-là et c'est pas toujours la panacée. Et ces produits, en fait, ils sont bien plus nutritifs. Ils présentent des taux de vitamines, des taux de minéraux ou d'oligo-éléments qui sont supérieurs et la satiété arrive plus rapidement. Donc on mange en payant un peu plus cher, mais en mangeant un peu moins et de façon nettement qualitative. Et ça impacte sur la santé, sur le porte-monnaie, des familles, mais sur le porte-monnaie de la société aussi. Parce que toutes ces maladies, après, il faut les soigner, il faut les prendre en charge, etc. Ouais. Et ça, tu vois, pour moi, c'est une action un peu phare que souvent moi je le vois comme étant un truc un peu de bobo qui veut prendre soin de Mm. sa santé, mais en fait, si on le met en avant, c'est pour prendre soin de la santé de tous les êtres vivants sur la planète et que ça peut régler de nombreux problèmes. C'est une action simple qui a peut-être un coût qui est différent, mais dans ce qu'on veut mettre en avant, en tout cas, quand on cherche des actions simples, je me dis: «Tiens, ça en est une». Oui, mais d'autant plus qu'on dit toujours, ça coûte plus cher et même moi je viens de le dire, mais en réalité c'est pas Mmh. vrai. Ça coûte moins cher, clairement, si on met toutes les externalités dedans. Le coût environnemental de l'agriculture conventionnelle, il a des coûts induits sur la santé, sur la pollution des sols, sur la pollution de l'eau et après, il faut faire quoi? Il faut soigner les gens, il faut dépolluer l'air, il faut dépolluer l'eau, il faut dépolluer les sols et en réalité, les études, elles sont très claires, mais vraiment, mais limpides là-dessus. Ça coûte bien moins cher à moyen et à long terme de manger des produits qui n'ont pas été intoxiqués. Donc on Mmh. ne peut pas regarder que le prix, parce qu'il ne prend pas en compte ces externalités. Et c'est ça en fait qu'il faudrait faire, c'est que l'agriculture normale devrait être l'agriculture sans pesticides, et on devrait marquer sur les autres agriculture qui a utilisé des produits qui sont hautement toxiques pour le vivant, pour l'humanité, qui sont neurodégénératifs, qui sont cancérigènes, etc. C'est ça qu'il faudrait marquer. Je pense que ça faciliterait la prise de décision. Ouais, c'est sûr, je suis pas sûre qu'on y arrive. J'ai 2 autres actions à te faire, évaluer. Il y a un truc à la mode en ce moment dans la communication, c'est, de faire du papier ensemencé, donc avec des graines à l'intérieur. Je fais un petit, prospectus, une invitation à un événement, dans un papier avec des graines en écrivant, «Plantez-le après, dans votre jardin». Ça, c'est, selon toi, une bonne initiative ou pas? Ouais, c'est quand même un peu des gadgets, hein, un peu de la fantaisie, quoi. C'est encore un autre moyen de se faire du fric en prenant l'inutile, quoi. Alors, est-ce qu'il faut rappeler que le papier, il est recyclable, naturellement? En fait, le truc, c'est qu'il faut éviter d'imprimer ce qui est pas indispensable, recycler le papier une fois qu'on l'a utilisé, si c'était obligatoire, comme tu le dis, carton d'invitation, et cetera. Donc éviter les encres polluantes, éviter les cartons plastifiés, tout ce qui est difficile à recycler, évidemment. Mais alors surtout, et là c'est quand même primordial, c'est qu'on est en train de parler de matière organique, c'est du bois les papiers. Donc il faut rendre toute la matière organique au sol, pas dans les poubelles, où ça représente encore 30 du volume, quoi. C'est terrible en 2025. Et d'ailleurs pas non plus dans nos toilettes, hein. On pourrait parler de pipi caca, mais nos excréments sont vidés avec de l'eau potable. Alors que tout ça normalement et ça part dans les égouts, alors tout ça normalement ça devrait revenir à la terre. Ça devrait nourrir le sol, nourrir les plantes, ça devrait réintégrer le cycle de la vie. Et jusqu'à il y a, 50 ans, en France, on utilisait les excréments humains, pardon, qui étaient récupérés dans les villes et qui étaient ramenés dans les champs comme un engrais extrêmement efficace. Bon, il serait temps quand même de revoir tout ça sérieusement. Tiens, ça, c'est un sujet que j'avais pas mis dans ma liste, le compost en entreprise. Du coup, toi, tu conseillerais aux entreprises en action, bénéfique à la biodiversité de manière, un peu indirecte, de faire du compost? Bah oui, il suffit de le mettre dans un coin et de le recouvrir d'un paillage. Mais déposer la matière au sol, alors là, il faut, diversifier encore une fois la matière. Si on met que de l'herbe, ça va pas marcher. Si on met que du bois, ça va pas marcher.
Par contre, si on met de l'herbe avec du bois, ça marche un peu mieux. C'est pour ça qu'il faut de la matière carbonée, de la matière azotée, ce fameux ratio carbone-azote. Il y a plein d'associations, d'entreprises qui sont susceptibles d'accompagner, hein, pour vous expliquer ces choses-là. Mais c'est aussi simple que de déposer de la matière au sol pour que les micro-organismes puissent la décomposer, la faire revenir sous forme de petites molécules qui vont être métabolisées par les bactéries, par les champignons, etc., et qui vont retourner aux plantes pour relancer la chaîne trophique, la chaîne alimentaire. En fait, c'est juste reproduire ce qui se passe dans la nature et arrêter de croire que les solutions elles vont sortir de nos ingénieurs et de notre cerveau, aussi perfectionnés soient-ils. Ok, donc oui au compost sur place, je précise. Dernière pratique, éteindre les lumières de son parking ou éteindre ses vitrines la nuit quand il n'y a plus de salariés ni de clients. Voilà, si c'est comme dans la nature, la journée, enfin la nuit, il y a plus de lumière, donc je suppose que ça c'est une bonne pratique. Ah oui, alors ça, clairement, bah là, on est bien d'accord, là, c'est vraiment une bonne pratique. Et d'ailleurs, il y a une législation, hein, qui oblige aujourd'hui, une législation qui est en place, qui est évidemment loin d'être respectée, et notamment par les marques les plus en vue, les marques de voitures de sport très chères, etc., qui sont éclairées toute la nuit, alors qu'en fait, il n'y a personne qui passe, hein. Et Mmh. en réalité, aujourd'hui, la pollution lumineuse, je l'ai cité tout à l'heure dans les causes d'effondrement, c'est une des causes de disparition du vivant. Enfin, je tiens à vous rappeler ou à vous apprendre, pour ceux qui ne savaient pas, que la majorité des animaux, en fait, vivent la nuit. C'est-à-dire qu'il y a 28 des vertébrés, hein, les vertébrés, c'est amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, voilà. Donc 28, c'est-à-dire un gros quart, mais par contre, il y a 64 des invertébrés. Et comme ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreux, en réalité, il y a plus d'animaux qui vivent la nuit que le jour. Donc, allumer la nuit, c'est pire pour les animaux que si on éteignait la journée. Et je pense en tant qu'être humain, donc animal diurne, animal qui vit la journée, vous comprenez comme ce serait un problème si on éteignait le soleil, quoi. Alors la lumière, la nuit, elle va augmenter la vulnérabilité des animaux aux prédateurs. Elle va Parce qu'ils modifier peuvent leur pas se cycle cacher. Mmh. comment? Oui, bah Parce oui, qu'ils peuvent pas se cacher, ouais. Mmh. ils sont visibles. Elle va modifier leur cycle biologique, elle va perturber la migration, par exemple. Mais elle va aussi, c'est quand même hallucinant, elle va favoriser la germination des plantes adventices dans les champs qui ont été retournés, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Et bah, c'est ça que font les lampes au bord des champs, c'est quand même délirant. Quand je dis on, hein, c'est les êtres vivants, la Terre elle tourne, c'est un secret pour personne, donc il y a une alternance de jour et de nuit. Donc il y a une nécessité, à part pour les animaux qui vivent, enfin les organismes qui vivent dans les grands fonds, qui vivent en permanence dans le sol, il y a nécessité d'avoir cette alternance lumière et nuit. En l'occurrence, on a besoin de cette nuisson, nous, mammifères, pour synthétiser de la mélatonine, qui est une hormone de la santé. Et donc, c'est valable pour l'ensemble des animaux. Donc, partager encore la nuit, hein, partager, toujours, c'est vraiment le maître mot s'il y en a rien, partager la nuit est donc tout aussi essentiel. OK. Bon, et ben, top, écoute, merci beaucoup pour, toutes ces explications, ça aide bien à faire le tri et à prendre des décisions, utiles. J'ai une dernière question pour toi, avant de conclure cet épisode. Hem, Souvent, les travailleurs de bureau, aspirent à se reconnecter à la nature, parce qu'ils en sont éloignés tout simplement, parce qu'on passe la journée dans des bureaux. Est-ce que tu aurais des conseils pour nous, pour nous motiver et nous aider à le faire? Alors, merci Cassandre de me donner cette possibilité de sortir du tableau noir que j'ai dépeint, même si on a essayé de voir qu'il y avait des solutions assez simples. Parce qu'en réalité, une bonne partie du problème réside dans l'émerveillement ou le manque d'émerveillement. Être émerveillé de ce qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est on ne peut plus simple. Se reconnecter à la nature. Pourquoi se reconnecter à la nature? Bah, parce qu'on est des êtres vivants, parce qu'on est des animaux et qu'on en a besoin. Et d'ailleurs, de la quantité et de qualité de nature qu'on côtoie dépend la santé, la prise de médicaments, la rechute, l'agressivité. Et ça, c'est mesuré dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les écoles. On est des animaux, on a besoin de ce contact avec la nature. Donc comment faire? Bah alors là, c'est simplissime, hein. On revient au basique. On s'assoit, on regarde, on observe, on scrute, on écoute, on sent, on ressent tout ce qui vit autour de nous. On arrête de s'agiter pour voir vivre tout ça. Et un conseil, bah, hésitez pas à aller vous balader, parfois seul, parce que c'est différent d'être 2 ou d'être seul. On a un autre contact avec la nature, ne serait-ce que par le fait qu'on parle et qu'on fait plus de bruit à 2 que tout seul. Allez dormir en forêt, tout seul si vous pouvez. Faites-vous poser à 10 kilomètres de toutes les maisons, il y a rien qui craint en France métropolitaine, on n'est pas en Amazonie, là. Donc allez vous faire poser avec un hamac et une moustiquaire si vraiment vous avez peur. Enfin bon, il y a pas grand-chose à si vous êtes loin des maisons, vous êtes loin des potentiellement, cinglés et des chiens qui peuvent être potentiellement dressés par les cinglés. Donc, voilà, tu es aussi cinglé. Mais dès qu'on est un peu loin, il y a plus rien qui risque et encore un chien, il est agressif en général dans son territoire. Donc allez le faire, seul de préférence, pour pouvoir ressentir, pouvoir sentir ce monde vivant et en l'occurrence, ça Seul, c'est sans téléphone aussi, alors tout à fait, ou sans téléphone, ou le sans lampe. téléphone éteint.
sans téléphone, sans lampe, sans briquet. C'est François Terrasson. Alors, je vous invite à lire La peur de la nature et tous ces ouvrages qu'il a fait, ce grand homme qui était au Muséum d'histoire naturelle de Paris, Muséum national d'histoire naturelle, et qui prenait de faire des nuits en forêt seul, posé, justement, c'est ce que je racontais, à 8-10 kilomètres de toute habitation, sans source lumineuse, pour se retrouver seul avec soi-même, seul avec la nature, ou plutôt soi-même avec la nature. Parce qu'en fait, on s'est vraiment déraciné, on croit qu'on est au-dessus de la mêlée, et encore une fois, nous sommes vivants, nous faisons partie du vivant. Donc se reconnecter, ça consiste essentiellement à reprendre nos racines, à reprendre corps et âme avec ce qui nous entoure, avec notre terre-mère, avec les autres humains, avec les non-humains, et donc à partager le territoire dans l'espace et dans le temps, à profiter de la beauté de ce monde dont on dépend totalement. Donc être écolo dans sa vie, être écolo au boulot, si on doit le résumer par une phrase, c'est prendre soin de soi et des autres. Merveilleuse conclusion. Merci beaucoup pour tous les éclairages que tu as apportés aujourd'hui. En effet, je pense que tu as peut-être rappelé, mais beaucoup appris aussi, comment prendre mieux soin du vivant et c'est extrêmement précieux. Merci beaucoup. Merci à toi, et avec plaisir. J'ai l'impression que cet échange avec Hugues m'a remis les idées en place. Prendre soin du vivant, c'est à la fois très simple, il suffit de le laisser tranquille, et incroyablement compliqué si on veut nous-mêmes prendre la place de mère nature. Car tout est plus complexe et imbriqué. Et nos pauvres cerveaux humains ont bien du mal à penser la complexité de la nature, d'autant plus quand on cherche une solution miracle unique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En gros, le vivant, il faut lui laisser de la place, éviter de lui mettre des polluants dans la figure et le laisser faire. Ah oui, et vous avez entendu ? Je ne dis plus biodiversité, mais le vivant. Parce que moi-même, je suis vivante, je m'inclus dans ce grand tout que j'essaye de protéger. Et peut-être que je me dis, en faisant ça, ça m'encourage à mener plus d'efforts dans cette voie-là. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Alors voici, en entreprise, à différents niveaux, ce que vous aussi vous pouvez faire pour protéger le vivant. Première action, à son niveau individuel, vous pouvez déjà vous reconnecter à la nature, ça vous fera beaucoup de bien. Juste, arrêtez-vous et regardez. Vous pouvez aussi vous former pour la connaître. Je trouve que ça aide encore mieux à s'en émerveiller et à vouloir la protéger. Par exemple, vous pouvez faire des balades naturalistes et ensuite, comme ça, vous crânez un peu devant vos collègues, vous leur montrez que vous connaissez le nom des plantes, des fleurs, des insectes. Une autre action simple à votre niveau, c'est arrêter ou éviter le plus possible d'acheter des produits toxiques qui vont avoir un effet néfaste sur le vivant. À un niveau un peu plus collectif, avec vos collègues par exemple, vous avez dû entendre, mais l'alimentation, c'est une action très importante pour prendre soin de la biodiversité parce que effectivement, une alimentation sans pesticides, ok, c'est bon pour notre santé, mais c'est également bien mieux pour ne pas tuer le vivant. Et ce qu'on peut faire entre collègues, eh bien, c'est mettre en place des paniers de fruits et légumes qui sont locaux et sans traitement pesticides, ou alors mettre en place des achats en commun auprès d'un producteur bio. Ça nécessite qu'un collègue se motive à centraliser les demandes des uns et des autres, mais ça s'organise bien et ça peut ne pas être si compliqué que ça. Allez, une autre action entre collègues au travail, ça peut être d'organiser des nettoyages de la nature. Mais pas juste une fois par an à l'occasion du Clean-up Day, mais plusieurs fois dans l'année pour que ça ait un vrai impact. Et aussi, vous pouvez signaler aux personnes qui jettent leurs déchets n'importe où qu'il y a des poubelles à leur disposition. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, et c'est aussi simple qu'un « Oui, bonjour madame, vous avez fait tomber votre mégot de cigarette. Bonne journée !» Et les personnes sont interloquées, probablement gênées, et ils penseront sûrement à 2 fois la prochaine fois. Et enfin, en entreprise, pour agir, alors il y a 2 cas de figure. Soit vous avez des espaces verts, et dans ce cas-là, mettez en place une gestion différenciée avec la personne qui est en charge de l'entretien des espaces verts. Donc vous pouvez vous former et vous faire accompagner par des associations comme Arthropologia ou d'autres, afin d'avoir des espaces verts d'entreprise qui ont le moins d'impact possible, avec des parties, si possible, où on laisse un petit peu les choses se faire. Et si vous n'avez pas d'espace vert, eh bien je pense que quelques jardinières aux fenêtres avec des plantes mellifères, ça fait pas de mal. Et au contraire, ça fait du bien au moral au minimum. Parce que Hugues nous a confirmé, chaque mètre carré de terrain compte quand on veut protéger le vivant. Alors maintenant, c'est à vous. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!